Les réunions du printemps du FMI et de la Banque mondiale à Washington ont eu lieu dans un contexte différent des précédentes éditions, compte tenu des différents chocs intervenus ces derniers mois et années et des perturbations qui pèsent sur les flux commerciaux et ont aggravé l'indice de vulnérabilité de 33 pays en Afrique. Après une semaine de travaux avec les administrateurs des institutions de Bretton Woods, nous revenons sur les enjeux de ces rencontres avec Hervé Ndomba, ministre des Finances et du Budget de la Centrafrique. Monsieur le ministre, bienvenue sur Africa 24. Monsieur le ministre, vous étiez à la tête d'une délégation qui a participé aux réunions du printemps 2025 du FMI de la Banque mondiale à Washington. À ce titre, vous avez eu de nombreux rendez-vous et séances de travail avec les administrateurs des institutions de Bretton Woods. Vous avez rencontré également vos partenaires au développement. Quel bilan faites-vous à l'issue de cette mission? Cette fois, à Washington, il faut dire que l'atmosphère est quand même différente de ce que nous avions l'habitude de voir, tout simplement parce que nous le savons, le contexte est exceptionnel. Ce qui se passe aujourd'hui au niveau des bouleversements mondiaux, les différents chocs que nous avons, et maintenant nous avons des perturbations extrêmement importantes sur les flux commerciaux. Donc si vous voulez, tous ces facteurs associés également à la question du changement climatique, donc, qui est un sujet qui est de plus en plus important, eh bien, vous comprendrez que nous arrivons à Washington dans un contexte qui est très particulier, extrêmement difficile. L'Afrique est au premier rang de ces pays-là, puisque j'ai déjà eu à le dire. D'ailleurs, la première activité que j'ai eu à faire en arrivant à Washington, c'était de soutenir justement une initiative qui consistait à identifier un indice de vulnérabilité multidimensionnel pour permettre justement d'avoir un accès plus important des ressources des bailleurs pour ces pays les moins avancés, permettant ainsi de réduire les fractures que nous avons, mais également on a pu discuter, et d'ailleurs j'ai eu le plaisir de co-présider la réunion du groupe consultatif africain avec la directrice générale du Fonds monétaire international, Madame Kristalina Georgieva, et nous avons évoqué donc ces différentes problématiques, mais nous avons également regardé comment est-ce que ces défis, ces challenges que nous avons pourraient être transformés en opportunités. Et je pense que l'Afrique, de façon générale, ne manque pas d'opportunités. Un sujet qui a été évoqué, notamment, qui pourrait être une réponse à toutes ces difficultés, c'est l'intégration sous-régionale et régionale africaine. On en parle depuis un certain temps. L'Union africaine fait un travail qu'il faut saluer sur la ZLECAf notamment, mais il est temps véritablement de saisir le momentum de tout ce contexte extrêmement difficile du moment pour pouvoir justement accélérer toutes les réformes que nous devons engager. L'intégration africaine doit devenir une réalité. Avez-vous rempli tous les objectifs que vous vous étiez assignés en venant à Washington? Absolument, absolument. Je pense pour ma part que les objectifs sont atteints. Pour le cas particulier de notre pays, nous avons pu avoir une entente avec le Fonds monétaire international sur le programme que nous suivons, un programme de la facilité élargie de crédit. Donc c'est un point très important. Satisfait également de toutes les rencontres que nous avons pu faire et des opportunités qui se dégagent. Comme je le disais, en temps de crise, il faut savoir transformer les défis en opportunités. Donc de ce point de vue-là, oui, plutôt satisfait. Beaucoup de travail pour les semaines et mois à venir pour concrétiser tout cela, mais définitivement, je pense que la semaine a été fructueuse. Lors de cette semaine de travail, aux côtés de votre homologue, le ministre Fila Kota, de l'économie, du plan et de la coopération, vous avez organisé une réunion d'information sur le plan national de développement de la Centrafrique, le PND, pour la période 2024-2028. Comment a été accueilli votre plan auprès des partenaires et institutions financières? Un accueil chaleureux, empreint de félicitations à la fin de cette présentation qui a été faite, qui était très sommaire, hein. L'idée était véritablement de partager à l'ensemble de la communauté, partenaires et amis de la République centrafricaine, de partager véritablement les principes qui ont gouverné l'élaboration de ce plan national de développement 2024-2028 pour pouvoir leur expliquer que désormais la République centrafricaine fait véritablement un
un changement de cap et passe donc de l'humanitaire au développement. Et cela se voit à travers ce plan national de développement dont deux axes qui sont des axes notamment de productivité représentent pratiquement 2/3 de ce plan national de développement. Donc un accueil que nous apprécions. Nous avons eu le plaisir d'avoir avec nous la ministre, Madame la ministre des Finances du Royaume du Maroc, la ministre Nadia Feta, et donc qui a confirmé l'engagement du Royaume du Maroc aux côtés de la République centrafricaine dans le cadre de la co-organisation de cette table ronde à venir. Pourriez-vous nous présenter les grandes lignes de ce plan qui sera présenté dans les prochains mois au Maroc? Nous allons, en tant qu'État, apporter ce qu'il faut, mobiliser les financements pour pouvoir financer les infrastructures sociales de base et adresser les problématiques d'éducation et de santé. Donc c'est typiquement augmenter notre capacité de production en énergie, améliorer le transport et la distribution. Donc ça c'est un élément substantiel parce que sans énergie aujourd'hui nous ne pouvons pas faire grand chose. Nous allons également augmenter notre infrastructure routière, mais pas seulement routière, et également fluviale, parce que nous avons donc un réseau hydrique qui est très développé. Et donc ces éléments-là pour nous permettre non seulement pour le pays enclavé que nous sommes de pouvoir nous désenclaver, et également donc permettre de mettre en place les infrastructures, notamment à travers des zones économiques spéciales, pour permettre au secteur privé d'avoir le nécessaire pour pouvoir se développer. Et d'ailleurs, en termes de réformes adossées à ce plan national de développement, un programme de réforme très ambitieux sur l'amélioration du climat des affaires va être de mise, de sorte à ce que, évidemment, le secteur privé puisse s'exprimer et puisse transformer en réalité tout le potentiel économique de la République centrafricaine. Votre pays, sous votre supervision, va organiser en juillet prochain le caucus africain dans la ville de Bangui. Pouvez-vous nous présenter cet événement et le thème de cette édition? Le président du caucus, en l'occurrence moi, pour le compte de la République centrafricaine, eh bien, je vais recevoir donc l'ensemble de mes pairs, donc le 30 juillet prochain à Bangui, la Coquette, pour pouvoir avoir ces discussions sur les enjeux du moment et faire des propositions très concrètes au Fonds monétaire international et au groupe de la Banque mondiale sur la façon dont ces institutions devraient accompagner nos pays de sorte à pouvoir régler les problématiques qui sont identifiées. Ce thème-là, donc infrastructure résiliente et durable, capital humain et richesse verte, levier indispensable pour une croissance forte, inclusive et durable en Afrique. C'est évidemment dans l'air du temps. Sur les questions d'infrastructure, je parlais tantôt de la nécessité pour nos pays d'accélérer notre accès à l'énergie, d'accélérer la construction des infrastructures pour améliorer notre connectivité, de sorte à ce que la circulation des biens et des personnes et le commerce intra-africain deviennent une réalité. On parlait également de l'accès à l'eau potable, on parlait de la santé, de l'éducation, etc. Donc tous ces sujets-là, on parle également de la digitalisation, sujet très important. Donc là-dessus, les infrastructures résilientes et durables adressent justement toutes ces questions-là. Il y a pour nous véritablement des opportunités à travers la finance climat, à travers donc cette richesse verte. Nous devons la valoriser, nous devons la prendre en compte et nous devons faire un plaidoyer fort de sorte à ce que notre voix soit entendue. Qu'est-ce que votre pays attend du caucus africain? Ce que mon pays attend, c'est tout d'abord de pouvoir faire un bel événement et que tous les délégués que nous allons recevoir à Bangui puissent contribuer de sorte à ce que la production qui émanera de ce caucus africain soit une contribution qui soit hautement appréciée et que les institutions de Bretton Woods, mais au-delà également toutes les autres institutions dont je parlais tout à l'heure, puissent prendre en considération ce plaidoyer de tous les pays, de l'ensemble des pays africains, et qu'ils puissent y apporter des réponses. La deuxième dimension, au-delà donc de toutes ces histoires racontées sur notre pays, mais pas par nous-mêmes,
Je voudrais véritablement que les délégués saisissent cette opportunité pour découvrir notre pays, notre richesse, notre culture, nos faiblesses également, que nous sommes en train de corriger, qu'ils viennent voir et qu'ils puissent nous aider à écrire une nouvelle page de l'histoire de la République centrafricaine. Hervé Ndomba, ministre des Finances et du Budget de la République centrafricaine, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. Madame, Monsieur, retrouvez cette édition sur MyAfrica 24, la première plateforme de streaming HD de l'Afrique et sur tous nos réseaux de diffusion. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité africaine.